Bienvenue à tous dans Expérience RH, le podcast d'Eurogroupe Consulting qui donne la parole à ceux qui sont au cœur des transformations, portées et vécues par les directions des ressources humaines. Bienvenue dans Expérience RH, le podcast d'Eurogroupe Consulting qui donne la parole aux femmes et aux hommes au cœur des transformations portées par les directions des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Solène Julier, associée du cabinet Eurogroupe Consulting en charge du Change, et David Autissier, directeur de la chaire Innovation managériale et Excellence opérationnelle. Ils vont nous parler d'une nouvelle manière d'accompagner le changement, le Neo-Change. Dans ce nouvel épisode, nous explorerons l'origine de ce concept. Nous en donnerons une définition et verrons en quoi le Neo-Change est susceptible de faciliter les transformations au sein des organisations. Enfin, nous nous interrogerons sur le rôle des directions des ressources humaines dans l'accompagnement au changement de ces grands programmes. Alors, première question, pourquoi le Neo-Change et pourquoi maintenant ? Aujourd'hui, nous faisons face à deux tendances de fond qui nous amènent à nous réinterroger sur la façon dont on conduit le changement et surtout sur comment est-ce qu'on doit l'aborder et le rendre plus durable. La première tendance, elle est liée à l'accélération des crises, des transitions, des transformations qui nous amènent à une situation de changement et d'incertitude quasi permanente. La deuxième tendance de fond, elle était latente et elle a été accélérée à la sortie du Covid. C'est d'une certaine façon l'évolution du rapport au travail et des attentes des collaborateurs. C'est porté par une nouvelle génération, mais pas que. Les entreprises font face à un nouveau paradigme qui est plus centré sur l'individu, voire sur la personne elle-même qui souhaite être prise en considération dans sa singularité. Elle souhaite plus d'autonomie, plus de responsabilité, elle veut donner du sens à son parcours dans l'entreprise et elle veut vivre une expérience positive. D'une certaine façon, les ressources humaines font face à la révolution de la personnalisation à laquelle le marketing a fait face il y a déjà plusieurs décennies. En écho avec les propos de Solène, j'aimerais rajouter quelques éléments, quelques chiffres. Un manager réalise à peu près 3 projets de changement par an. Ça n'a pas vraiment de changement et d'évolution depuis quelques années. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que les managers de managers, eux, sont passés à 5 projets de changement par an. Donc, qui montrent une augmentation importante. Autre élément dont il faut tenir compte, c'est que le temps de réalisation des projets était divisé par 2. On était sur des délais de 18-24 mois, on est passé plutôt à 12 mois. Donc, on a une intensité, dirais-je, de changement dans les organisations qui peut conduire à des phénomènes de saturation. Alors la saturation, c'est on a trop de projets de changement et on n'a pas le temps de les faire. Et là, ça pose la question de l'ancrage. Ça pose la question dans les organisations entre le build et le run. Le temps en mode projet, le temps en activité récurrente et comment on fait cet ancrage. Et des fois, on a ce sentiment dans les organisations qu'il y a beaucoup de projets que l'on lance, mais on n'a pas suffisamment de temps pour les ancrer. Donc aujourd'hui, comment aller chercher cet ancrage comme ça a été mentionné par Solène précédemment ? Autre élément que l'on voit aussi, c'est l'intensité des projets de changement et les causes des projets de changement. On a de plus en plus de changements liés à des crises. Et là, on n'est plus dans l'adaptation, on est dans la résilience. C'est-à-dire comment trouver des solutions à des problèmes inédits, jamais connus et qui peuvent être très graves. Donc, on voit très bien cette intensité de changement qui nécessite de repenser, de revoir les méthodes d'accompagnement. Merci Solène et David pour ces éléments de contexte. Par conséquent, vous me voyez venir, qu'est-ce que le Neo-Change et qu'est-ce que cela va apporter de plus que les méthodes classiques pour adresser les différents sujets que vous venez d'évoquer ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les matières et dans la manière, dirais-je, de conduire le changement dans les organisations ? Le Neo-Change, c'est 2 éléments. C'est la tech et l'apprentissage organisationnel. Pour accompagner plus de projets et aller plus vite et toucher de plus en plus de personnes, on va devoir mobiliser des outils de technologie, du digital, de l'IA générative. Et là, il y a beaucoup de projets qui sont en cours sur le sujet. L'autre élément, c'est ce que j'ai appelé l'apprentissage organisationnel ou la dynamique organisationnelle. L'idée dans le Neo-Change, c'est de construire ce qu'on appelle des dynamiques organisationnelles. C'est en lien avec ce qu'on appelle l'apprentissage organisationnel, comme j'ai déjà mentionné, et tout ce qui est dans le courant américain Organizational Development. Et là, finalement, on va développer ça. Et la dynamique, c'est tellement forte que les changements vont se faire de manière permanente dans l'organisation, comme on l'aurait dans une start-up, comme je l'ai mentionné. On fait face à un nouveau paradigme du changement. Et c'est pour ça que dans le Neo-Change, on croit non pas à révolutionner le changement au sens où on s'appuie toujours sur les fondamentaux des théories classiques du changement qui allient le changement instrumental et le changement agile, mais on veut y inclure les recherches récentes et l'essor des neurosciences, l'apport du digital pour pousser les curseurs sur 4 dimensions qui nous semblent aujourd'hui fondamentales pour engager les organisations, les hommes et les femmes qui les composent dans le changement. La première, c'est valoriser le changement par l'expérience. Une transformation réussie,
elle dépend d'une combinaison de réflexion et d'expérimentation, de dynamique collective et de dynamique individuelle. C'est cet équilibre puissant qui permet de favoriser l'apprentissage théorique et le changement effectif des comportements. La deuxième dimension, c'est d'être capable de développer des espaces et des modalités de changement de pair à pair. Pourquoi ? Parce que les dynamiques collectives, elles favorisent l'acceptation et l'engagement des individus. Le Neo-Change veut capitaliser sur l'interaction, l'interactivité, l'exemple et le partage d'expériences. La troisième dimension, c'est de favoriser des dispositifs sur mesure. L'attention humaine est sélective. Le cerveau s'intéresse en priorité aux informations qui le concernent directement. Du coup, ce levier de la personnalisation des actions de conduite du changement et la contextualisation au métier de la personne qui en découle nous permet de mettre en situation les bénéfices de la transformation et de renforcer la motivation intrinsèque des collaborateurs. Le dernier pilier, c'est d'impliquer et de responsabiliser à la fois les managers, mais aussi les collaborateurs eux-mêmes dans la transformation. L'implication et la responsabilisation des managers et des collaborateurs, donc des individus au global, favorisent l'engagement, la motivation, la persévérance et la réussite globale d'une transformation. C'est pourquoi, dans le Neo-Change, on veut que l'organisation et les individus bénéficient d'un programme autonomisant. J'ai une question à vous poser. Quand changez-vous réellement ? Ce qui veut dire que si vous avez des éléments de réponse à cette question, ça vous donne quand même des pistes pour savoir comment faire changer les autres. Quand changez-vous réellement ? Vous changez quand vous vivez une expérience et quand vous faites le récit de cette expérience. Cette notion, qui est assez ancienne, qui est en psychosociologie des organisations, est un élément qui va nous servir d'architecture au Neo-Change. Le Neo-Change, c'est 3 éléments clés. 1. Comment je fais vivre des expériences aux gens ? Et pour cela, on propose des attentes réciproques qui consiste, entre chaque niveau hiérarchique, à se poser la question de ce qui est fait attendu, de ce qui est fait pas attendu, et ce qui est attendu pas fait. Ça, c'est un élément, dirais-je, qui nous permet de dialoguer dans l'organisation. Mais ce n'est pas suffisant. On incite aussi sur la notion de changement narratif. Il faut avoir une notion de narration sur ce que l'on fait, comment on le fait, et là, c'est aussi un élément d'apprentissage. Et le troisième élément, c'est que cette dynamique entre l'expérience et la narration ne tient que parce qu'il y a des managers qui vont identifier, activer, ancrer tout cela. Et on parle de managers ambidextres, alors qui sont à la fois dans le command-control, mais qui vont être aussi dans la communication, l'inspiration, l'écoute des collectifs pour leur faire vivre cette dynamique organisationnelle. Merci pour tout ça, mais du coup, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Très simplement, le Neo-Change va nous permettre d'aller plus loin dans l'accompagnement des changements vécus à l'échelle individuelle aussi bien que collective. Il s'appuie sur une approche outillée qui vise à amplifier les dispositifs d'accompagnement à grande échelle avec des mécaniques qui permettent d'aller chercher l'ensemble des populations impactées par un changement et aussi de pouvoir accéder à la maille la plus fine au sein de l'organisation, c'est-à-dire l'individu. Donc en fait, on va vouloir aller chercher un double effet multiplicateur et l'hyper-personnalisation qu'on va pouvoir générer et qui va nous permettre d'engager plus profondément les collaborateurs. Comment est-ce qu'on fait ça ? Déjà, on est beaucoup aidé par l'émergence de l'intelligence artificielle, mais pas que. Je peux donner peut-être quelques exemples. Le premier exemple, c'est on va chercher à configurer des parcours qui prennent en compte les changements pour l'individu dans son métier, ce qui est assez classique. Et là où on veut aller plus loin avec le Neo-Change, c'est d'aller le prendre en compte aussi ses préférences d'apprentissage, qui varient d'une personne à l'autre, même si elles partagent le même métier. Ensuite, on va vouloir faire vivre des expériences, puisque tout ne peut pas se faire de manière digitale. Et on va vouloir faciliter ce partage d'expériences dans des logiques de pair à pair, en utilisant par exemple un outil que nous avons développé qui s'appelle Pitch ton expérience. Un autre levier très puissant, et David pourra nous en dire un mot tout à l'heure, c'est l'utilisation des fresques. Enfin, on a parlé d'IA. L'IA générative et les assistants du type le NeoBot vont nous permettre aussi de personnaliser l'expérience du changement de l'utilisateur qui va pouvoir solliciter un accompagnement au moment dont il a besoin, au niveau de profondeur dont il a besoin et selon les modalités qui lui sont les plus favorables. Mais ça va aussi permettre d'accompagner les agents du changement dans l'organisation, que ce soit les managers ou des changemakers comme on peut les appeler. Et enfin, dans cette dynamique où on veut activer l'individu et où on veut activer les leviers à la fois rationnels et émotionnels, on va de plus en plus recourir au coaching, que ce soit le coaching individuel, le coaching d'équipe ou le coaching d'organisation. Enfin, de plus en plus, le concept de Change Factory émerge et David, tu veux peut-être nous en dire un mot.
Les Change Factory, c'est en quelque sorte l'entité, le réservoir change de l'organisation, avec à la fois des outils, des méthodes, mais aussi de la data sur l'entreprise et sa capacité à changer. Un exemple d'outil qu'on a développé dans le cadre de la chaire ESSEC du changement, c'est la notion de fresque du changement. Qu'est-ce que c'est qu'une fresque du changement ? C'est un outil participatif, collaboratif, avec un jeu de cartes et un plateau qui permet de faire le diagnostic d'un projet en 2 heures. L'idée, c'est d'acculturer le plus de personnes possible dans l'organisation au changement, mais aussi de montrer que le changement, ça se pense, ça se construit. Il y a effectivement des productions, des livrables, et tout ça, ça nécessite une technicité. Il y a aussi d'autres outils. On a développé aussi un jeu vidéo sur la gestion du changement qui permet d'acculturer de manière massifiée. Et puis, il y en a bien d'autres, les MOOC, comme réussir le changement. Alors, finalement, si on prend un peu de recul maintenant, mais quel est selon vous le rôle des directions des ressources humaines dans ce néo-change ? Les RH sont clés dans ce dispositif. Pourquoi ? Parce qu'on parle de néo-change comme une forme de bilan de la transformation, comme on aurait un bilan social. Si on regarde l'effort de formation, l'analyse psychosociologique de l'organisation, c'est plutôt des éléments qui sont dans le champ de la RH aujourd'hui. Donc les RH ont ce rôle clé à jouer dans la fabrication de ces entités de change. Par celle-ci, un renouvellement partiel ou une évolution de leurs fonctions comme étant, entre guillemets, les acteurs de la transformation organisationnelle, mais sociale et culturelle. L'obsession principale des ressources humaines, c'est le collaborateur. Comment est-ce qu'il s'épanouit dans l'entreprise ? Comment est-ce qu'on l'attire ? Comment est-ce qu'on le retient et comment est-ce qu'on le développe ? À ce titre-là, dans un monde où la transformation devient permanente, ça doit devenir l'obsession des RH que cette expérience que les collaborateurs vivent dans la transformation et qu'elle soit engageante, voire enthousiasmante et qu'elle soit positive puisque cela va devenir un critère principal pour leur objectif de rétention et de développement et d'avoir les meilleurs talents. En synthèse, le néo-change, il est plus technologique et donc il est plus digital, il est augmenté par l'intelligence artificielle. Il est aussi plus social, en tirant parti des dynamiques collectives et communautaires pour que les gens s'y retrouvent. Il est aussi plus expérientiel, en activant des leviers à la fois rationnels et des leviers émotionnels. Le néo-change, ainsi, il est à l'image des transformations et des défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est plus systémique et il cherche un équilibre entre instantanéité et continuité. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et à très bientôt dans un prochain épisode. C'était Expérience RH. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur eurogroupconsulting.com et sur tous nos réseaux sociaux.